Bory et Julien Roumette pour une rencontre autour des brouillons d'Aurélien et pour parler aussi de Georges Perec et d'Espèces d'Espace. Donc nous sommes vraiment ravis de ce partenariat avec le TNT. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et là c'est vrai que c'était totalement dans notre thème et de l'année qui s'appelle Écriture, avec un travail particulier sur l'année que mène Aurélien. Donc merci de votre présence et je vais laisser Émilie dire un mot. Oui, voilà, très rapidement pour remercier la médiathèque déjà de ce partenariat, Julien Roumette et Aurélien bien sûr de se prêter à l'exercice. Donc cette rencontre, comme tu le disais Claire, s'inscrit dans le cadre des chantiers entamés par Aurélien ce chantier a déjà donné lieu à 2 présentations au TNT. Il y aura une troisième présentation au mois de mai. Je vous précise les dates, donc entre le 27 et le 30 mai. Et on aura le plaisir de découvrir donc la création du spectacle en juillet 2016. Voilà. Donc, ce qui vous permet aussi finalement de rentrer dans le processus de la création au tout début, voilà, et tout le cheminement que ça implique. Surtout, j'imagine, et ça vous allez certainement le développer quand on s'attaque à Espèces d'Espace de Perec. Voilà. Merci à vous. Bien, alors j'ouvre le feu un petit peu. Moi, je voulais dire que c'est quand j'ai vu ce projet sur Espèces d'Espace, j'ai tout de suite été très intéressé et ça m'a intrigué. Parce que Espèces d'Espace, c'est un texte un peu à part dans la production de Perec. C'est d'ailleurs un texte un peu à part tout court, d'ailleurs dans la littérature. Est-ce que c'est un texte littéraire même? On peut se poser la question. Et souvent, c'est dans les textes qui ne rentrent pas dans les cases des genres que se jouent les choses intéressantes. Moi, je trouve, c'est là que sont les espaces de recherche d'un écrivain. Et voilà, donc moi j'étais très curieux de voir le travail qui était en cours. Alors je voulais juste peut-être commencer pour amorcer un peu le débat, dire que c'est peut-être pas la facilité en fait que vous avez choisie, parce que Perec a écrit pour le théâtre. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre qui sont montées régulièrement, qui marchent assez bien d'ailleurs, ce sont des comédies, hein. En particulier l'augmentation, quand c'est bien monté, devient une sorte de délire kafkaïen assez jouissif, hein. Ou La Poche Parmentier. Enfin, il y a des essais comme ça pour le théâtre. Il y a des scénarios, il y a des pourtant c'est pas ces textes-là que vous avez choisis. Vous prenez un texte qui a priori n'est pas du tout destiné au théâtre. Qui est un essai publié dans une collection à vocation plus ou moins sociologique. Enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est marqué dans le texte. Donc, peut-être, pourquoi avoir choisi Espèces d'Espace? Oui, tout à fait. Ce choix était vraiment quelque chose de très décidé au départ de mon côté par rapport à Perec. Je n'aurais jamais fait le théâtre de Perec. Ça ne m'aurait pas vraiment intéressé. Ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est son titre, Espèces d'Espace, qui est un excellent titre et qui soulève la question de l'espace, qui est la question que je n'ai de cesse de traiter au théâtre, d'aborder le théâtre comme un art de l'espace et de l'aborder comme un art de l'espace avec toutes les lois qui régissent l'espace, toutes les lois physiques. Et c'est ce que je fais de création en création. Et là, Perec consacre un volume, un ouvrage à cette question-là, à la question de l'espace. Et donc, j'ai depuis longtemps ce livre, un peu en livre de chevet. Ce livre m'accompagne depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, quand je l'ai découvert, ce livre, je m'étais dit, il ne faut pas faire un spectacle dessus, mais il faut en faire 13. Il faut faire 13 spectacles sur les 13 chapitres de ce livre. Après, j'ai trouvé ça évidemment un peu trop fastidieux. Et puis Perec m'a toujours touché aussi, à 2 niveaux. Il m'a touché dans ce qu'on connaît de l'Oulipo, c'est-à-dire la production des contraintes, ce jeu des contraintes qui est à l'œuvre chez Perec, mais qui est aussi à l'œuvre, on va dire, dans mon dispositif. C'est-à-dire que ma façon d'aborder le plateau, je l'aborde avec le dispositif
Et le dispositif, puisque c'est une traduction de l'espace, en traitant la question de l'espace, je le traite par le dispositif. Finalement, je place l'acteur ou l'être humain face à quelque chose qui le dépasse, qui est une sorte d'obstacle sur le plateau. Et donc, ce dispositif devient une contrainte productive. Donc, cette idée de la contrainte, chère à Loulipo, et que Pérec a repris, mais j'ajouterai un petit bémol, c'est que Espèce d'espace, il n'y a pas ce jeu des contraintes dans Espèce d'espace. Mais ça appartient quand même très très fort à Pérec. Donc, c'est un peu pour ces deux raisons. L'univers de Pérec, et le deuxième volet, ça c'était le volet littéraire, le deuxième volet c'était Pérec, la personne, c'est-à-dire son histoire et ce qui a motivé son devenir écrivain. Ça c'est un peu moins connu, mais en même temps très connu. Enfin, il ne fait que en parler. Il tourne autour du pot, mais par exemple dans W ou Le souvenir d'enfance, qui est une œuvre autobiographique, il en parle beaucoup, c'est-à-dire son histoire personnelle, son drame personnel, et notamment la disparition de ses parents, qui va déterminer tout son devenir écrivain. Donc ça me touche. Et en prenant finalement Espèce d'espace, j'avais un peu cette idée des espaces et des chapitres, et finalement je m'en suis éloigné, puisque en prenant Espèce d'espace, on se rend compte qu'il y a toute l'œuvre de Pérec qui arrive. Non seulement déjà parce qu'il en parle dans Espèce d'espace, il parle des livres c'est presque un livre-programme, donc il parle des projets qu'il a. Et puis aussi parce que finalement, ce découpage d'espace en espace est relatif. Chaque espace est lié au suivant, est lié au précédent, et donc on ne peut pas vraiment les dissocier. Donc j'ai presque abandonné déjà ce découpage par chapitre. Oui, ça se présente comme une sorte d'emboîtement, en fait. Oui, c'est un emboîtement. Ouais. C'est un emboîtement, c'est un tout. Et c'est un tout qui aboutit... donc, en fait, pour décrire le livre en une seule phrase, ce serait un zoom arrière, où il part de l'espace le plus petit, la page, l'espace de l'écrivain, et ensuite, il zoome en arrière, ou il dézoome, comme on dirait, et donc il arrive à son lit, l'espace de son lit, qui était très important pour Pérec, sa chambre, l'appartement, l'immeuble, le quartier, la rue, pardon, le quartier, la ville, la campagne, le pays, l'Europe, le monde. Donc c'est ça et l'espace. C'est ça, c'est 13 chapitres. Donc, et ça aboutit où, ce zoom arrière? Ça aboutit à l'espace de la mort. Et c'est un peu c'est comme ça que finalement j'ai abordé Espèce d'espace. Est-ce que en envisageant tous les espaces qu'il est possible d'appréhender, il allait cerner ou aboutir ou arriver à l'espace, le seul espace dont il est impossible de parler, c'est-à-dire celui de la mort, et qui fait résonance, alors la sienne, c'est la propre mort, mais aussi qui fait référence à la mort de sa mère, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas d'espace, puisque sa mère ayant été déportée à Auschwitz, elle n'a pas de tombe, donc il n'y a pas le lieu de la mort, cette absence de lieu de la mort. Est-ce qu'il arrive là, à ce moment-là, dans Espèce d'espace? En tout cas, j'ai ça dans l'esprit. Et donc finalement, c'est comme s'il essayait de décrire méticuleusement, sociologiquement, une sorte de sociologie ou d'anthropologie aussi de lui-même, tous les lieux qu'il est possible pour lui d'appréhender, mais en laissant vraiment de côté et à l'écart l'espace de la mort, mais en y tombant, puisque la dernière page est consacrée à ça. Oui, elle est très étonnante, la dernière page. Et en même temps, on peut se dire que... Oui, c'est un texte qui a un côté essai, mais qui, parce qu'il prend tous les exemples, qui est très subjectif, finit par être très autobiographique sous les allures d'un essai. Oui, c'est tout. Moi, c'est comme ça que j'ai, en fait, finalement, avec ce projet, cette plongée en Pérec, m'a permis de voir à quel point tout était autobiographique chez Pérec, et que c'est vraiment un des grands côtés de son écriture, même des choses comme ça, en passant, qui a l'air assez, des choses qui ont l'air assez anecdotiques, finalement, c'est des choses qui ont une résonance sur sa propre histoire. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Et donc voilà, c'est une fausse... c'est une fausse sociologie, c'est une fausse anthropologie. Il est toujours au cœur de ce processus-là. Et ça, je trouve ça passionnant, c'est très intéressant.
Et en même temps, la construction est un peu étrange parce que si on comprend, si on conçoit bien l'emboîtement du lit, de la maison, de la ville, du pays, etc., le point de départ n'est pas forcément évident. C'est-à-dire commencer une réflexion sur l'espace par l'espace de la page, c'est commencer par quelque chose d'extrêmement abstrait en réalité. Absolument, absolument. Et là, l'espace de la page, pour moi, était finalement celui le plus important. Parce que à la fois, c'est l'espace de tous les possibles. C'est l'espace blanc, c'est l'espace de l'imaginaire, presque lié à l'espace intérieur. C'est comme s'il commençait avec son espace intérieur, puisqu'il pose sur cette page les choses de son espace intérieur, finalement. La page aussi nous renvoie à une chose intéressante, c'est que il nous dit tout ce qui va suivre ensuite sont des pages. Évidemment, je vais parler de la chambre, etc., du lit, de l'appartement, mais ce sera contenu dans des pages. C'est-à-dire qu'il nous renvoie à l'objet livre. Et presque l'outil livre. D'ailleurs, il y a, pas dans l'édition originale, mais dans l'édition actuelle, je pense une correction, je pense que c'était les vœux de Pérec, mais sans savoir exactement, il y a un prière d'insérer. Il y a un texte qui est en prière d'insérer, donc une feuille volante, donc une page et une feuille volante. Et ça nous renvoie vraiment à l'intérêt de Pérec pour l'outil livre. L'objet est très important. C'est un objet. En fait, c'est vrai que c'est pas vraiment... Il est bizarre cet écrit. C'est la première fois que Pérec publie une sorte de brouillon, de prise de notes rapide. C'est presque impubliable. Presque impubliable. C'était très étonnant que ce soit publié. Ça ne devrait pas être publié. Ça ne devrait pas être publié, un texte comme ça. On aurait envie de lui dire, c'est une bonne base. C'est une bonne base, c'est un bon début, puis maintenant, il faut en faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Et puis, on pourrait couper des choses. Et puis, il y a énormément aussi, ce qui me plaît, de citations. Ça me sert beaucoup. Pérec ouvre toujours en permanence sur des univers récurrents, mais des univers très, très précis, avec des choses très, très marrantes. Donc, finalement, l'outil livre, qui est vraiment dans espèce d'espace, finalement, est-ce qu'il ne désigne pas aussi le livre, qui est un espèce d'espace, une espèce d'espace ? Et moi, c'est ce que j'ai retenu pour la transposition au théâtre. C'est la première chose, c'est-à-dire je m'empare de l'outil théâtre, alors. Il s'est emparé de l'outil livre, Pérec, donc je m'empare de l'outil théâtre. Et dans les premières tentatives là, de plateau que j'ai faites avec ces brouillons, donc les brouillons, j'ai appelé ça brouillon tout simplement pour envoyer espèce d'espace qui est un brouillon. Et aussi Pérec, qui est quand même sur les différents projets qu'il a fait, surtout sur les projets inaboutis, puisque l'inaboutissement est érigé au niveau d'art chez Pérec, l'inaboutissement. Donc là, je m'empare dans ces brouillons de l'outil théâtre. Donc le premier brouillon de mars et celui d'avril, c'était vraiment prendre quelque chose de l'outil théâtre. En mars, les perches du théâtre, et puis les pendrillons et le surtitrage. Et en avril, la machine à fumer qu'on utilise sur les plateaux, et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que finalement, c'est le projet des brouillons va peut-être aboutir sur espèce d'espace, qui serait cette fois-ci au singulier, j'enlève le S, pour bien signifier que j'indique ici le théâtre, espèce d'espace, le théâtre comme une espèce d'espace. Oui, parce que, bon, on n'en a vu que deux des brouillons, enfin il y en a deux qui existent, donc on a pu voir ceux deux-là, mais ce qui est frappant quand on les voit, c'est que c'est tout sauf une adaptation ou une adaptation littérale des choses. C'est presque comme si vous repreniez l'esprit de Pérec dans une sorte de work in progress, je ne sais pas comment le qualifier, où il met des notes, avec volontairement en se plaçant en position volontairement modeste, dans l'espèce d'espace, et expérimental. Et au fond, ça, c'est aussi ce que vous appliquez au théâtre. Mais alors, par rapport à d'autres, puisqu'il y a un spectacle, une autre adaptation qui est récente d'Espèce d'espace, on peut très bien imaginer une mise en scène qui reprenne le texte, qui donne à entendre le texte, qui l'illustre, qui le complète par l'image. Enfin, on peut imaginer ça. C'est pas du tout votre démarche. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je me dis que je vais essayer finalement de monter espèce d'espace sans un seul mot du livre, sans un seul mot de Pérec, et que je vais certainement aboutir. Enfin, j'en suis pas sûr, mais j'en prends lentement le chemin. Et effectivement, j'essaye de dégager quelque chose du livre. Que ce livre est pour moi le départ d'un champ mental, d'un champ d'exploration, d'un champ des possibles.
Mais moi, je pense que Pérec l'a conçu comme ça. Il l'a conçu comme ça, la prise de notes, le fait qu'il ne voulait pas fermer les choses, tout restait ouvert. Il finissait chaque chapitre sur quelque chose de, des fois anecdotique, des fois incertain. Il y a beaucoup de doutes dans ce livre-là, beaucoup de doutes. Il n'y a aucune certitude. C'est une étude, c'est une prise de notes, quelque chose qui va faire par la suite. Il annonce des projets, comme il annonce la vie mode d'emploi, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait quand même un esprit, on va dire, il était sur le long terme, quoi. Il voyait loin. Donc là, l'idée de la vie mode d'emploi est annoncée dans le chapitre l'immeuble. C'est le chapitre l'immeuble est consacré sur la vie mode d'emploi, enfin de ce que ça va devenir la vie mode d'emploi. Donc c'est assez frappant. Il annonce le projet lieu. Le lieu, donc il voulait retenir à Paris 12 lieux qu'il décrirait pendant 12 ans. Et en fait, il n'a pas abouti, ce projet-là. Il l'a abandonné en 1975. D'ailleurs, les projets abandonnés, moi, ce sont les projets qui me plaisent le plus. Chez Pérec, pour ce travail-là particulier, j'essaye de faire la corbeille, la poubelle de Pérec. Non seulement les projets qu'il a abandonnés, ou alors les projets qu'il n'a pas fait et qu'il aurait aimé faire. Il y en a beaucoup. Ça a donné aussi parfois des éditions posthumes, des textes qui me plaisent beaucoup. Et à chaque fois, donc, il y a cette idée effectivement de l'inabouti qui me plaît dans les brouillons, évidemment, en une semaine. Donc je vous explique ce que c'est un brouillon chez moi, c'est avoir aucune idée de ce que je vais faire, me mettre une semaine dans l'espace avec mon équipe et ensuite faire une semaine de représentation. Donc c'est un temps impossible au théâtre. C'est une semaine, c'est impossible. C'est-à-dire que finalement, le jour de la présentation, le matin, je commence à mettre en scène quelque chose. Et donc pour avoir gardé la semaine d'avant juste de recherche et en espérant tomber sur des choses que je n'avais pas imaginées, c'est-à-dire en espérant tomber sur des choses, tout simplement. Donc et je viens enfin de retrouver un texte de Pérec qui s'appelait « Apprendre à bredouiller ». Et dans bredouiller, chez Pérec, ça veut dire rentrer bredouille, apprendre la bredouille. Et donc ça, c'est tout à fait les brouillons, l'esprit des brouillons. C'est-à-dire, finalement, accepter le fait qu'on va peut-être rentrer bredouille et on va voir ce qu'on va réussir à glaner. Mais dans ce projet au long cours, j'avais besoin d'urgence. Le théâtre n'existe que parce qu'il y a un jour de première, parce que le public est convoqué. Donc finalement, convoquer le public aide à un arrachement de forme. Il va bien falloir faire quelque chose. Et c'est dans ce quelque chose que j'espère, nourri par une réflexion sur espèce d'espace profonde. Pour l'instant, les 2 premiers brouillons, je me suis attaché qu'à espèce d'espace. J'avais fait une petite sélection de textes pour le premier, lu en mode un peu radiophonique, puisque chez Pérec, la voix off était importante dans Un homme qui dort. Quand il a fait le film, c'était une voix off, donc quand même une approche assez littéraire, finalement, du cinéma, une voix off. Et puis, il y avait un projet Die Maschine, une pièce radiophonique qu'il avait fait en Allemagne, qui a à voir, pour moi, avec espèce d'espace. Et donc, Die Maschine, voilà, une pièce radio. Donc, j'avais fait une petite sélection de textes, mais quand même très, très, très court. Il y avait vraiment 3 pages. Et sur le deuxième brouillon, il y avait une seule phrase qui, pour moi, est peut-être la phrase clé du livre et qui est dans l'avant-propos, qui est vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Oui, c'est une phrase qui fait à la fois sourire et en même temps qui est absolument magnifique. Et moi, je pense aussi effectivement que à la limite, elle suffirait presque. Je pense qu'on pourrait partir autour de ça. Donc c'est moins une adaptation littérale, une adaptation tout court, d'ailleurs, plus qu'une sorte de Pérec potentiel que vous nous proposez, avec des images qui partent, il me semble, de certains détails du texte et puis qui sont agrandis, auxquels vous donnez de la place, de l'importance sur la scène, jusqu'à, je pense, au deuxième brouillon, qui est en fait une image, ou une ou 2 images, enfin, la continuité d'une image comme ça, qui n'est pas une image qui est véritablement dans espèce d'espace, mais qui est une image qui évoque ou suggère
alors quoi, l'arrière-plan, à la fois le jeu avec les lettres, et aussi une angoisse qui est sous-jacente et qui est permanente, parce que peut-être si Pérec parle de l'espace si bien, c'est que pour lui c'est une incertitude, l'espace. Absolument, absolument. Et cette incertitude d'ailleurs a comme base cette volatilisation de ses parents. Et donc, la base étant coupée, tout devient question. Et d'ailleurs, il a ce texte, hein, l'espace cesse d'être évidence. Pérec n'a aucun lieu d'ancrage. Voilà. Donc, finalement, il s'est construit, il a essayé d'habiter le langage comme des étés, pour se construire, pour tenir debout, pour réussir à exister. Et il le dit aussi dans W, ou Souvenir d'enfance, d'une manière très très littérale. L'écriture, j'écris comme souvenir d'eux, c'est-à-dire de mes parents, et comme affirmation, souvenir de leur mort et affirmation de ma vie. Donc c'est vraiment très très clair. Et puis à la fin d'Espèce d'espace, il y a ce chapitre sur écrire, laisser une trace, faire survivre quelque chose. Donc c'est là où la mort apparaît. L'idée de... Donc je m'appuie sur les choses qui sont récurrentes chez Pérec. Donc, il y a Espèce d'espace, ça va évidemment, c'est ma base, mais en fait, Alphabet, qui est un livre de poèmes, m'intéresse aussi beaucoup. J'essaye de voir, et qui n'a rien à voir. Alphabet, c'est diamétralement opposé avec Espèce d'espace. Mais c'est finalement, sur le deuxième brouillon, le fait d'avoir écrit cette phrase avec des feuilles de papier où il y avait écrit une seule lettre, c'était... Parce que Pérec, c'est un écrivain de la lettre, c'est un écrivain du signe, un écrivain de la lettre. C'est pas un écrivain des mots, ni un écrivain de la phrase, c'est un écrivain de la lettre. Donc j'étais parti un peu de cette idée-là. Et ensuite, j'ai pris cette phrase littéralement. C'est-à-dire, il dit, c'est passer d'un espace à un autre, donc on va passer d'un espace à un autre. Et finalement, c'était, pour le relier avec le théâtre, est passer d'un espace à un autre, c'est-à-dire de cet espace qui est concret, qui est une salle, qu'on pourrait décrire avec tous ces éléments absolument concrets, et passer dans un autre espace, qui est l'espace de théâtre, l'espace de fiction, où finalement qui est aussi lié avec l'imaginaire, hein, l'espace de l'imaginaire. Donc on va passer dans cet espace-là. Et dès lors qu'on passe dans cet espace-là, on va dire il y a théâtre. Je rappelle aussi l'origine du mot théâtre, qui moi m'inspire beaucoup. Théâtre, c'est l'endroit d'où l'on voit. Donc c'est-à-dire que la question du point de vue, la question de l'imaginaire, finalement, est présente dans le théâtre. C'est là où il y a théâtre. C'est celui qui regarde. Quand on dit théâtre, on désigne celui qui regarde. Le point de vue. Moi, j'ai trouvé ça formidable toujours que le théâtre ne se définisse pas en fonction de sa nature, de ceux qui font, mais de ceux qui regardent. Et c'est un des seuls arts qui s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que le théâtre doit s'inventer. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on ne le définit pas. Donc qu'est-ce que le théâtre ? Le théâtre, on doit inventer le théâtre. Le théâtre n'existe pas. Il doit à chaque fois s'inventer, se régénérer. Et donc cette idée de passer d'un espace à un autre, l'autre espace, cet espace est aussi celui de l'imaginaire. Et chez Pérec arrive avec l'espace de la mémoire. Donc là, en l'occurrence, sur le brouillon 2, c'était un brouillard. Donc tout l'espace se brouillait, et de ce brouillard, ensuite, émergeaient des choses. Donc on pense à beaucoup de choses avec le brouillard, parce que j'ai rien voulu écarter comme association d'idées. C'est un espace aussi complètement étouffant, qui peut être assez angoissant, puis aussi c'est un espace où renaît quelque chose, des choses oubliées, des petites choses, quelques bribes, où le texte est disparaît complètement, est explosé, et en même temps reste quelques signes de ce texte-là. Et puis des choses qui ont des résonances particulières. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire en fait avec cet autre espace. Et alors du coup, faire sortir ces images comme ça, les structurer à partir de la lettre plutôt que de la parole, si je comprends bien, c'est effectivement il y a dans le brouillon 2, mais dans le 1 aussi, mais plus encore dans le brouillon 2, il y a ces feuilles avec ces lettres là qui sont d'ailleurs à la fois expressives puisqu'elles
constituent des mots et puis qui finissent par se mélanger et par devenir presque une sorte de vision cauchemardesque de la langue complètement réduite en poussière, enfin, à ces éléments. Ça pose. Il y a un travail que vous avez fait beaucoup sur le son, sur la musique. Alors on sait que Perec était très attentif à ça, que c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé. Il écoutait de la musique sérielle, la musique dodécaphonique très tôt. Enfin, on a des traces comme quoi il a suivi ça. Et puis il a travaillé aussi sur des projets, en particulier un projet assez délirant d'un texte qui était constitué uniquement avec les noms des notes de musique. Ça s'appelle L'art effaré. Alors, l'art effaré, mais l'art effaré, ben bon, je ne chercherai pas à concurrencer Perec sur ce terrain-là parce qu'il est il est inaccessible. Mais et la bande-son du film Un homme qui dort aussi est extraordinairement travaillée, très, très intéressante. Et là, il me semble que c'est dans les deux brouillons que j'ai vus, il y a tout un travail avec de la musique, alors qu'il n'est pas de la musique enregistrée, qui est de la musique qui est faite sur scène et faite avec des choses un peu imprévisibles, improbables. Oui, tout à fait. Donc on est plus dans l'idée de musique concrète. Sauf que c'est pas vraiment de la musique concrète, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, je sonorise l'espace. Et on va faire la musique à partir du bruit de ces sonorisations, c'est-à-dire mettre des micros dans l'espace le plus possible, à des bons endroits. Et là, j'ai de la chance si ça fait des bruits, des sons intéressants. Donc sur le premier brouillon, il y avait tout un travail sur les perches du TNT. Et finalement, ces perches ont commencé à osciller. Donc c'était des oscillations de perches qui transportaient ensuite les acteurs. Et donc les acteurs se suspendaient à ces perches et traversaient le plateau comme ça. Et donc il y avait cette oscillation. Et cette oscillation a produit un bruit, un tic, parce que les câbles touchaient le grill technique en fait. Et donc j'ai mis un micro à cet endroit-là, à l'endroit où et donc là, le son était intéressant. Et à partir de ce son-là, il y a un travail de composition qui est fait par Johan Cambon, le compositeur avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Et donc la musique part de là, part de ce son-là, et ensuite avec un travail de composition, un travail de transformation du son, essentiellement avec des effets. Sur le deuxième brouillon, j'ai aussi eu énormément de chance, puisque les machines à brouillard, les machines à fumer, qui sont des machines classiques. Moi, j'aime beaucoup ces machines-là parce qu'au départ, c'est un effet un peu cheap, la fumée au théâtre. C'est un peu kitsch. Et donc là, c'était l'idée de les mettre sur le plateau et de les regarder même. Alors que normalement, on veut les cacher, on veut les mettre derrière les pendrillons. Et puis tout d'un coup, il y a un brouillard qui apparaît. Là, c'était vraiment, on voit la machine. Et de mettre un micro près de la machine. Et là, les machines produisaient un son intéressant. Et c'est pas la première fois que je sonorise une machine à brouillard. J'avais fait ça sur une installation aussi, et qui produisait pas du tout le même son. Là, ces machines-là, en plus le TNT les avait pas depuis très longtemps. C'était des machines assez neuves. Donc c'est le hasard, ça. C'est le hasard. C'est finalement se laisser porter, c'est bredouiller, c'est fonctionner à tâtons. Finalement, et cette bande son définit quand même toute la tension construit, toute la tension dramaturgique C'est très réussi comme effet. Ouais, c'est prenant. Et grâce aussi au travail de transformation du son, c'est pas que le son brut. Ensuite, ce son est travaillé et ça devient très musical. Donc, et puis sur le premier brouillon, il y avait aussi un travail qui m'a été inspiré par l'art effaré. Parce que l'art effaré, finalement, il veut écrire tout un opéra avec le nom des notes. Et je dis, avec quoi on va faire de la musique ? Justement, quand Johan il m'avait posé la question en disant, avec quoi on fait la musique ? J'avais dit, si je m'empare de l'outil théâtre, il faut qu'en musique aussi, il y ait une résonance. Je vais m'emparer de l'outil musique. Mais c'est quoi l'outil musique ? Ça va être le diapason. Ça va être le diapason. Donc, ce qui donne la note. Faire de la musique avec ce qui donne la note. C'est pas un instrument, c'est un son, ça donne la note. Donc, on va essayer de faire de la musique avec. Donc, il y avait les diapasons, qui est un travail sur le premier brouillon que j'espère que ça va rester, que
ça va tenir la durée et que je vais finalement utiliser. Mais il y avait cette démarche de vouloir faire la musique en direct et puis faire avec des choses qui sont de cet ordre-là, soit sonorisation, soit le diapason, ce qui donne la note. Oui, et je trouve que pour revenir aux machines à fumer, il y a un imaginaire de la machine chez Pérec. Et la machine, c'est quelque chose de menaçant, et c'est aussi ceux qu'il essaye de mettre en route. Ça peut être une métaphore de l'écriture aussi, assez facilement chez Pérec. Et du coup, de voir cette machine qui prend la parole, en fait, parce que c'est ça, au fond, on a une machine qui se met en marche, puis on lui amène un micro, et elle commence à parler, et commence à produire du son, et puis ce son, alors évidemment, est retravaillé et amplifié, et finit par prendre toute la place et par devenir extrêmement angoissant, insupportable. Enfin, il y a aussi une image là aussi alors d'une angoisse, mais aussi peut-être du processus d'écriture péréquien. Sauf que chez Pérec, il y aurait quelque chose, un clinamène, il y aurait quelque chose à un moment donné qui viendrait casser la machine ou qui viendrait la fausser légèrement le jeu. Mais peut-être là, il y a même un dialogue de machines, parce qu'il y a deux machines qui sont face à face et qui ont chacune leur micro. Enfin, c'est assez surprenant comme. Oui, je vais essayer de poursuivre cette idée des machines. Déjà, parce que les machines, c'est vraiment très présent dans Espèce d'espace, dans les espaces donnés. Quand il parle de la page, on pense à machine à écrire. Quand, par exemple, il parle de l'immeuble, alors moi, l'immeuble, ça me renvoyait un petit peu à Le Corbusier, même si l'immeuble qui décrit et l'image n'a rien à voir avec Le Corbusier, mais celui qui a pensé l'immeuble, en fait, on pense à Le Corbusier. L'immeuble, moi, je pense à Le Corbusier au moins. Et Le Corbusier décrivait donc la cité radieuse comme la machine à habiter. D'ailleurs, qui est assez présent aussi chez Pérec dans l'appartement, puisque dans l'appartement, il fait le programme de l'appartement, comme un programme de machine. 8h, il se passe ça, 8h15, il se passe ça, 8h30, par quart d'heure, il fait toute la journée comme ça. Donc c'est un programme. Et donc, c'était une première piste que j'avais commencé, c'est-à-dire, en fait, il faut des machines. Le lit, par exemple, je pouvais très bien choisir, et j'en ai d'ailleurs acheté un, je ne m'en suis pas servi pour l'instant, un lit médicalisé. Parce que le lit, chez Pérec, il en parle un petit peu, donc il nous amène au lit de mort. En tout cas, moi, celui-là m'intéresse. Et donc, le lit mort, c'est le lit médicalisé, on va dire, dans la plupart des cas. Donc, et ce lit médicalisé est une machine. Donc, en fait, l'intérêt pour la machine est chez moi manifeste. Mais aussi, maintenant, sur les 2 brouillons que j'ai faits, finalement, c'est la machine théâtre qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, je prends toute la machinerie théâtre, les perches et de la machinerie, le pendrillon aussi, évidemment, et la machine à brouillard. Et ça, je vais essayer de continuer un peu. Finalement, le théâtre machine, donc ce théâtre qui naît au XVIIe siècle et puis qui devient un peu le théâtre, on va dire, occidental. Ce théâtre machine, je peux m'en emparer. Alors, pas sur les machines d'antan, parce qu'il y aurait un petit côté nostalgique ou désuet, etc., ou éloge du théâtre machine, justement, mais la machine théâtre telle qu'elle existe aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui. Donc, les machines à brouillard, notamment, mais aussi les turbines à vent, enfin, toutes ces machines qui se faisaient finalement manuellement au théâtre. Le théâtre est un artisanat qui aujourd'hui se font un petit peu différemment. Donc je peux me saisir aussi de ces machines et de voir un peu ce qu'elles nous racontent. Mais d'ailleurs, les comédiens fabriquent une machine sur scène, avec ces grands panneaux là. Donc, d'une certaine façon, il y a les deux. Enfin, il y a la machine moderne et puis la machine un peu à l'ancienne, un peu artisanale. Oui, d'autant que l'artisanat du théâtre, le théâtre est de toute façon artisanal. Donc même si on se saisit d'autres moyens, il faut ramener ces moyens à de la bricole, à de l'artisanat, à du fait main, à du fait par l'acteur, etc. Il n'y a pas de... Donc c'est pour ça que c'était très important pour moi que ce soit les acteurs eux-mêmes qui amènent ces machines sur le plateau, qui les posent, puis ensuite ils amènent les micros, etc. Donc tout est fait dans cet ordre-là pour ramener tout ce qui va exister sur le plateau, le ramener à l'artisanat du théâtre. Oui, ça fait surgir la vision d'autant plus forte qu'on voit l'installation. Enfin, je pense que c'est très efficace. Alors peut-être pour ce qui est de cet univers sonore là qui entre vraiment en résonance, un mauvais jeu de mots avec le goût de Pérec pour la musique et son attention à la musique. Il y a peut-être une chose qui est plus problématique, c'est la place du corps.
c'est que Pérec n'est pas très à l'aise, et c'est le moins qu'on puisse dire, ni avec son corps, avec celui des autres. Son univers littéraire n'est pas très sensuel. Or là, si on supprime les paroles, ou pratiquement le texte, si c'est une démarche qui est visuelle, et puis de danse, enfin chorégraphique, et, d'occupation de l'espace, disons, en même temps, ça donne une place très importante au corps. Et là, alors comment se débrouiller avec ce malaise péréquien vis-à-vis des corps quand l'outil, ou si j'ose dire, l'instrument d'expression principal que vous allez utiliser, ce sont les corps des acteurs? Oui, pour l'instant, je n'ai pas trop abordé ça d'après Pérec. C'était plus quelque chose qui est... le corps s'est mis dans le dispositif qui était sur les 2 premiers brouillons. Donc les corps étaient suspendus par les perches. Les corps suivent le dispositif, s'inscrivent dans ce dispositif, etc. Essayent d'être justement d'aborder de manière littérale le dispositif et de se soumettre d'une certaine manière au dispositif. Donc ce jeu des contraintes, encore une fois. Par exemple, là, j'ai beaucoup aimé la pesanteur de ces perches-là. Et il y avait quelque chose dans ces perches complètement inéluctable que les corps suivaient. Et à la fois, ce qui me plaisait aussi dans la façon de le faire, c'est que finalement, c'est les acteurs qui maintenaient ces perches synchronisées, que les perches soient toutes ensemble et aussi toutes ensemble. C'est les acteurs qui rattrapaient à chaque fois, qui corrigeaient un tout petit peu, qui étaient dans l'erreur permanente finalement et corrigeaient de manière permanente. Donc, mais j'ai pas du tout abordé le corps selon Pérec. Et le corps selon Pérec, moi, pour l'instant, on sait assez peu de choses, mais il y a une seule chose qui m'a marqué, et qui est d'ailleurs, je crois, racontée dans W, c'est qu'il dessinait, quand il avait 12-13 ans, il dessinait toujours les corps morcelés. Il y avait les jambes d'un côté, les bras de l'autre, etc. Le corps n'était jamais un. Il était toujours morcelé. Et ça, c'est quelque chose que, dans mon propre travail, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup ça dans mes spectacles précédents, d'avoir ces scènes que j'appelais des scènes de contorsion, qui étaient une figure récurrente dans mes spectacles, où le corps était morcelé. Il y avait la tête d'un côté, et puis le reste du corps ailleurs sur le plateau, etc. Donc c'est... Même, je m'en voulais de retomber là-dessus d'un spectacle à l'autre, de dire non, encore je retombe là-dessus, etc. Mais là, c'est vrai que chez Pérec, ses dessins sont impressionnants. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller du côté du corps morcelé, peut-être pour le Brouillon 3, là, qui va se passer en mai, ou pour plus tard. Mais en tout cas, de faire ce travail. Il faut aborder ce travail du corps morcelé chez Pérec. C'est pour ça certainement qu'il n'arrivait pas à être, je ne sais pas, un dans son corps. En tout cas, comment ça se fait que le corps était si problématique chez lui, hein. Donc voilà, ça peut être aussi une image de ce conflit intérieur qui a été présent toute son enfance, puisque c'était finalement un enfant mutique, Pérec. Il n'a pas du tout une enfance évidente. Il aurait pu devenir fou. D'une certaine manière, l'écriture, la création l'ont sauvé. Et donc c'est ce Pérec enfant que j'aime beaucoup et qui m'inspire. Donc par exemple dans le Brouillon 2, il y avait des images que j'essaye d'associer à l'enfance. Même si c'est pas évident, hein, c'est pas très souligné chez moi dans ce que je veux proposer. J'ai pas envie de le souligner 3 fois. Mais par exemple dans le Brouillon 2, à un moment du brouillard, il y a un des acteurs qui arrivait et qui pliait ses habits. Il arrivait en sous-vêtements et il pliait ses habits et repartait avec ses habits pliés. Et j'avais mis cette action tout simplement parce qu'apprendre à plier ses habits, c'était geste d'enfant. C'est des gestes que la mère aurait appris à Pérec ou n'aurait pas eu le temps d'apprendre à Pérec, à l'enfant Pérec. Donc, et ça m'intéressait pour cette raison-là. Et puis, on n'est pas obligé de savoir l'histoire de Pérec, mais ça nous renvoie à l'enfance. Et Pérec reste bloqué de toute façon dans cette période-là. Dans le texte qu'on a lu ensemble là il y a quelques jours de
sur les quelques choses qu'il faudra quand même que je fasse avant de mourir, qu'il écrit quelques mois avant de mourir. Je ne sais pas s'il était conscient qu'il allait mourir ou non. C'est d'une commande, ce texte. En tout cas, la conjonction de temps est vraiment surprenante. Et la moitié des choses qu'il liste sont des choses qui concernent l'enfance, qui le renvoient à Jules Verne, à ses lectures d'enfance, à ses rêves d'enfant, etc. Au moins la moitié. Donc il est très très ancré dans l'enfance, Pérec, et donc l'enfant Pérec m'inspire évidemment. Oui, et en quelque sorte la nostalgie d'une enfance qu'il n'a pas vécue, ou il aurait aimé vivre une enfance entre guillemets normale, c'est ce qu'il exprime dans W ou le souvenir d'enfance d'ailleurs, dans des pages qui sont écrites au conditionnel, où il dit qu'il aurait aimé pouvoir rentrer le soir, faire ses devoirs sous la lampe, etc. Et c'est frappant d'ailleurs que il commence à écrire les Je me souviens, les premiers Je me souviens au moment où il commence Espèce d'espace. C'est ces deux projets qui sont contigus. Alors, même si Je me souviens va mettre beaucoup plus de temps pour être écrit. Et donc il y a vraiment un rapport à la mémoire plutôt non exprimé, plutôt suggéré, plutôt dans l'arrière-plan que véritablement affronté directement. Ah oui, mais de toute façon, la mémoire chez Pérec donc, traverse toute son œuvre. C'est évident, même dans Espèce d'espace. Bon, il y a plein de choses. Quand on arrive au lit, il nous dit qu'il a un projet, c'est d'écrire un livre sur tous les lits dans lesquels il a dormi. Et il dit, bon, ça va être un peu fastidieux, mais il dit aussi, il indique, et je pense qu'on peut retrouver cette liste, il indique qu'il les a recensés. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'écrire ce projet, mais au moins je les ai déjà recensés. Il y en a 200, voilà. Donc il avait recensé tous ces lits, donc il est déjà dans la mémoire de tous ces lits donc chez Pérec, ce retour vers la mémoire, il y avait un beau texte d'ailleurs sur la mémoire et l'oubli, dialectique de Pérec. Bon, c'est évidemment toute son écriture est très liée justement à ce côté autobiographique. Donc c'est vrai que ce brouillard du deuxième brouillon évoquait ça chez moi. C'était qu'est-ce qui sort du brouillard. La mémoire est une sorte de brouillard. Mais je pense que chez Pérec, quand même, sa mémoire était assez phénoménale, je pense. Je pense qu'on n'est pas romancier si on n'a pas une mémoire très précise et très, très générale des choses. Peut-être... on n'écrit pas un roman qui s'appelle La vie mode d'emploi sans avoir une certaine incertitude sur comment vivre. Enfin, je veux dire, et la formule que vous avez citée tout à l'heure, vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant de se connaître le moins possible. Ça l'exprime bien. Est-ce qu'il y a pas dans cette image du brouillard aussi, vous avez parlé presque au tout début de cette idée, de cette image de la mort qui plane. Et le brouillard, c'est aussi une traduction visuelle, disons, de ce qui emporte tout. Tout à fait. Je pourrais juste lire le dernier paragraphe dont on parlait tout à l'heure. Donc, Espèce d'espace se termine comme ça. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Et on sent bien que ces quelques signes sont fragiles, sont extrêmement fragiles. Et donc dans le brouillard apparaissent des figures comme ça qui disparaissent aussi. Ah oui, de toute façon, c'est sûr que dans mon projet, le brouillard était complètement associé à la mort. Passer d'un espace à un autre, c'est aussi passer de la vie à la mort, et c'est ça, vivre. Donc c'est sûr, et dans ce brouillard, du coup, comment dire, c'est open space, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire apparaître ce qu'on veut. Donc là, il y a les choses qui appartiennent au passé, c'est-à-dire à l'histoire qui a été vécue, et puis il y a d'autres choses plus du côté de la science-fiction, puisqu'à la fin, il y avait des images vraiment qui appartiennent à la science-fiction dans ce brouillard-là. Et ça me plaît parce que c'est impossible de faire de la science-fiction au théâtre.
Et puis ça me plaît aussi parce que dans les vœux qu'il avait exprimés de dire les quelque chose qu'il faudrait que je fasse avant de mourir, il avait dit écrire un roman de science-fiction. Donc chose qu'il n'a pas vraiment fait. On ne peut pas dire que 53 jours c'était un roman de science-fiction. Non. Voilà, pas. Et donc c'est donc voilà, il y a aussi se saisir de cet espace qui est très clairement... Pérec désigne la mort quand même très très souvent, si on pense à la vie mode d'emploi, si on pense à espèce d'espace qui finit, si on pense à la disparition. Donc c'est quand même quelque chose de très récurrent chez lui, mais on pourrait passer à côté. Il le souligne pas trop en gras, c'est récurrent, c'est toujours... Hein, mais il a l'air de pas trop y songer. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'était, vous savez que Pérec écrivait des jeux, enfin des mots croisés, puis des jeux publiés dans les magazines. Et donc, on a découvert par des éditions posthumes qui s'appelle Jeux intéressants et Nouveaux Jeux intéressants, l'ensemble des jeux qu'il a fait publier. Et le dernier qu'il ait créé, c'était en février 82, donc un mois avant sa mort. Et donc un mois avant sa mort, il était malade. Et donc il était en train de dire trouver l'intrus, passer de loin à près en 4 étapes, en changeant à chaque étape une seule lettre, les mots. Il était écrire les nombres de 71 à 80 avec 7 fois le chiffre 7 et tous les signes mathématiques usuels, etc. D'ailleurs, dans ces trouver l'intrus, c'était très difficile à trouver. Et puis d'autres jeux du même type, je ne me rappelle plus de tous de février 82. Donc ça, j'ai trouvé cette attitude face à la mort incroyable. Incroyable. C'est un pied de nez, on peut encore jouer. Oh, il nous reste encore un peu de temps, là, on va faire un trouver l'intrus, ou on va faire un mot croisé, ou on va faire il nous reste encore 10 minutes, on peut encore faire quelque chose. Et donc ça m'a beaucoup touché. Donc j'essaye que ce soit aussi présent dans ma réflexion. Alors je ne sais pas trop comment, mais certainement il faut un côté ludique, le côté justement de Brouillon 2, ce qui joue un peu avec les lettres. Il y avait un peu d'aspect ludique. Bon, ça apparaît à ce moment-là. On dit des choses graves en mine de rien, sans même savoir, ou sans même... est-ce que vraiment... Parce qu'il y avait un jeu autour de s'abîmer, etc. Donc, et je crois que Pérec était un peu comme ça. Il esquivait beaucoup les choses aussi. Quand cette phrase, vivre en se cognant le moins possible, c'est se cogner le moins possible, c'est bien esquiver les choses, essayer de s'en sortir, essayer de ne pas tomber sur les problèmes graves, en fait. Essayer de faire son chemin comme ça, en essayant de... Donc c'est la stratégie de l'esquive. Oui, tout à fait. Peut-être on peut laisser un peu la parole aussi, continuer en discutant avec... je ne sais pas si... Des remarques peut-être aussi. C'est toujours un moment difficile. Parce que je voulais retourner voir Brouillon 1 parce que ça m'avait beaucoup plu, donc je suis très contente que ça soit autre chose, Brouillon 3. Et j'ai été vraiment emmenée dans un univers et dans un super bel espace. Et j'ai passé un moment vraiment magnifique de théâtre. Merci. Puis alors effectivement, il y a cette idée chez moi qui est très claire, c'est que les brouillons n'ont rien à voir. C'est-à-dire mais strictement rien à voir. C'est-à-dire il n'y a pas de lien, il n'y a pas de suite. C'est pas quelque chose que je reprendrais, qui s'améliorerait un peu ou qui se serait une deuxième version. C'est vraiment d'utiliser. En plus, ils sont très rapprochés, mars, avril et mai. Donc c'est vraiment faire quelque chose de totalement différent. Et il y avait cette idée de débrayer d'un théâtre à un autre. Que ce soit pas vraiment même dans le même théâtre, je dirais dans le même type de théâtre, dans le même genre de théâtre. Donc le Brouillon 2 se distinguait du Brouillon 1. Puis j'espère que le Brouillon 3 se distinguera aussi. Et cette idée de débrayer d'un théâtre à un autre, je pense que Pérec l'a fait avec l'écriture.
Il avait vraiment envie d'englober l'écriture, d'être dans tout type d'écriture. On n'a pas l'impression des fois que c'est le même écrivain. Il ne se répète pas du tout, Ouais. c'est très impressionnant. Oui. Ouais. Et là même, c'est même des comédiens différents. C'est-à-dire et c'était pas le même espace non plus, c'était pas le même endroit, tout simplement, dans le théâtre. Alors je sais pas si... Alors on y retourne, au Brouillon 3, on est dans le petit théâtre. C'est Ça pas aurait encore été un bien, autre... ça aurait été bien un autre lieu, ouais. Ça aurait été très cohérent. Oui, avec le projet d'espèce d'espace, ça aurait été bien. Ouais, très cohérent. Peut-être aussi dire que c'est vrai qu'en tant que spectateur, on peut être habitué à aller voir des sorties de résidence juste avant le spectacle final. Mais là, on est vraiment dans une proximité, dans les coulisses. On se sent, moi, je sais pas, on se sent un peu privilégié d'avoir accès à ces instantanés qui seront pas du tout dans le spectacle final, mais à ce travail en création, souvent caché quand on ne travaille pas dans un théâtre. Donc ça, c'est quand même aussi un autre rapport au spectateur. Oui, tout à fait. Ça, c'était ce qui m'a motivé aussi pour Brouillon. Parce que ça fait 15 ans que je crée des spectacles à Toulouse. Et puis finalement, on montre toujours le résultat, l'œuvre finie. Et c'est ça le rendez-vous. Et c'est normal, c'est ça la création. Mais j'avais finalement envie de convoquer une partie du public dans la cuisine. C'est-à-dire sur justement montrant des choses qui ne sont pas du tout abouties, qui sont pleins de défauts, pleins d'erreurs, qui ne peuvent pas être aboutis parce qu'on ne peut pas faire de théâtre en une semaine. Alors une fois qu'on est assis dans la salle, ensuite on oublie, peu importe, on ne sait pas en plus ce que ça veut dire une semaine finalement si on fait pas du théâtre. Souvent on me dit « Ah mais oui, mais vous avez préparé longtemps à l'avance, etc. » Mais en fait ce qui est complètement faux, j'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer dans Brouillon 3. D'ailleurs c'est assez angoissant. C'est très très angoissant. C'est qu'est-ce qui va se passer dans Brouillon 3 ? Donc on le saura dans 3 semaines, même pas. Mais donc c'est un peu violent, mais j'avais envie de partager ces choses inabouties, ce qui allait fonder d'une certaine manière une autre relation avec finalement un public qui suit aussi mon travail, qui a eu l'occasion ou non de voir des pièces sur les 10 pièces que j'ai créées dans les 15 dernières années à Toulouse. Là, c'était d'inviter à regarder quelque chose d'autre, un autre regard sur la création, et donc de voir ces formes qui sont des brouillons, qui sont inaboutis, absolument inaboutis, et qui vont permettre au travail de s'échafauder. Finalement, on va fonctionner par strates avec espèce d'espace. Et on va voir comment ça va se sédimenter, comment ça va devenir ensuite une forme que j'espère qui va émerger et que j'espère aboutir. Mais là, c'était vraiment l'inaboutissement qui était à l'œuvre dans ces brouillons. Et de dire, on peut aussi regarder ça, on peut aussi montrer ça. Voilà. Je me demande dans quelle mesure Pérec n'encourage pas ça, ou n'invite pas à ça. Pérec a beaucoup travaillé en collaboration, et pas seulement au sein de l'Oulipo, parce que l'Oulipo c'était aussi ça, c'était écrire quand même à plusieurs, et je crois que c'est une des choses que lui a apporté l'Oulipo, c'est une sorte de fratrie d'écrivains où ils pouvaient ensemble créer, et ça l'a beaucoup stimulé, je crois que ça l'a beaucoup aidé, et ça l'a beaucoup... stimulé à un moment donné sa création, mais il l'a fait avec beaucoup de gens. Il l'a fait avec des cinéastes, pour Un homme qui dort, pour les récits d'Ellis Island, sur son livre sur L'œil ébloui avec Uschi White, sur le livre sur les trompe-l'œil, etc. Bon, mais d'une certaine façon, un livre comme Espèce d'espace est peut-être une invitation plus généralement au public, même au lecteur, de continuer cette expérience-là. Oui, complètement. De toute façon, Pérec nous embarque. Quand on est dans Pérec, on a envie d'écrire un peu comme lui, etc. Pérec aussi est le champion du monde des ateliers d'écriture. Il y a un atelier d'écriture dans le monde. Vous savez que Pérec n'est jamais loin, quoi. Donc c'est assez drôle que mais il arrive à embarquer comme ça. C'est sûr que quand on pense à ça, on réfléchit aussi. Ça m'est arrivé de réfléchir au lieu où j'ai vécu, voilà, les différentes adresses, faire des jeux péréquiens finalement. Il le fait volontiers. Puis on le fait volontiers après lui, on s'imprègne de lui. Et puis dans Espèce d'espace, finalement, lui, évidemment, il invite à ça. Je crois que ce livre, les architectes, les sociologues, les géographes, etc. Il y a plein d'entrées en fait dans ce livre très très différentes. Et tout le monde peut s'emparer à sa manière de ce livre. Mais c'est parce qu'il est resté à l'état de prise de notes.
Donc on s'en empare, on peut le... Et c'est pour ça aussi que je suis très à l'aise de monter finalement espèce d'espace, plus à l'aise que quelque chose qui serait avec une dramaturgie déjà établie. Finalement, on peut en faire, c'est juste une trame. Une trame, c'est juste un point de départ. J'aime beaucoup les ouvertures qu'il fait dans ce livre aussi sur les citations, j'en parlais tout à l'heure, qui sont souvent assez drôles. Notamment en première page, il y a un carré où il y a le vide à l'intérieur, c'est un carré blanc. Et donc il cite Lewis Carroll. Et ça, pour Lewis Carroll, c'est, dans Chasse aux Snarks, c'est la carte de l'océan. La carte de l'océan. Donc ça, ces petits traits, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Et donc c'est ce qui me permettrait aussi de finalement réussir à faire espèce d'espace sans un seul mot de Pérec. C'est aussi parce qu'il cite tellement que moi je peux juste reprendre aussi ce qui est en cité, me servir de ça comme base pour. Et il aimait beaucoup la collaboration, effectivement, avec tous ces projets qu'il a fait à deux. À la fois, il était attiré par les autres arts. Il avait des idées pour le cinéma. Il avait un fort intérêt pour la peinture, un fort intérêt pour la musique. Et à la fois, quand même, il a voulu vraiment se dire « je suis écrivain ». Et c'est ça que je suis. Et donc, je vais écrire. Et même dans la liste des choses qu'il aurait aimé faire avant de mourir, c'est être imprimeur. Donc, c'est apprendre l'imprimerie. Donc ça, c'est vraiment, imprimer ses propres écrits. Donc c'est compléter la boucle. C'est là où on voit qu'il était vraiment attaché au signe, à la lettre, etc. Et à l'objet, laisser quelques traces. Voilà, tout ça, c'était pas dans l'air. Il n'est pas dans la parole. Il n'est pas dans le palabre. Il est vraiment dans l'écrit. C'est un scrivain, c'est un scriptor, comme il le disait. Donc et c'est pour ça d'ailleurs que je m'autorise aussi énormément de liberté. Il y a dans le Brouillon 1 notamment l'esprit qui n'était pas très péréquien, on va dire. Le ton n'était pas péréquien. Et c'est plus un portrait qui peut être aussi intérieur. Ça croise aussi mon intérêt, mes obsessions dans la création. Donc c'est vraiment une sorte de trame que je suis, mais je trouve qu'Espèce d'Espace encourage toutes les libertés, plutôt que d'être au pied de la lettre. Oui, c'est ce qui en fait un livre formidable. Hein. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec des architectes, avec des géographes aussi, qui disent tous, mais voilà, c'est un de mes livres de chevet, c'est un livre qu'on fait avec nos élèves, avec nos étudiants. Et c'est étonnant, il a une place tout à fait à part. Et c'est peut-être lié à cette ouverture-là, oui. Qui n'a pas essayé d'écrire ces petits je me souviens, après avoir lu le livre de Pérec, je veux dire, c'est pas... Ou la liste des lits, c'est aussi des belles images, des belles idées. À quel point en fait, c'est un travail de co-création, de réelle co-création? Est-ce que les acteurs aussi sont amenés à co-créer justement, et comment en fait ça se passe? Oui, en gros il y a plusieurs phases, mais sur la phase qui est sur le plateau, on travaille tous ensemble, et donc et toute l'équipe est force de proposition, et pour provoquer l'inattendu, finalement c'est de la collision, c'est la collision de choses. La collision, c'est de l'inattendu, et pour provoquer ces collisions, il faut que ça fuse. Il faut que ça fuse un peu. Donc, évidemment, tout le monde, toute l'équipe, alors les acteurs, mais aussi toute l'équipe technique et tous mes collaborateurs. Donc, ça fait finalement toute une équipe avec des savoir-faire complètement différents. Certains des acteurs sont centrés sur leur corps, sur les possibilités de leur corps, s'emparer des objets. Donc, les objets et les corps sont un peu vraiment leur sujet. Les autres, la technique, sont sur la lumière, le son, le plateau, l'outil plateau. Mes collaborateurs sont au niveau de la dramaturgie, la recherche de documentation, la composition musicale, l'écriture. Donc c'est très varié, et c'est dans cette collision finalement de propositions qu'il peut se passer quelque chose.
enfin que j'espère qu'il se passe quelque chose dans ces collisions. Donc effectivement, le travail du théâtre, mais c'est quelque chose d'assez classique, hein. C'est quelque chose que moi j'encourage. Sur le plateau, c'est une équipe au travail, et cette équipe n'attend pas les instructions. Vous voyez, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. Non, c'est strictement rien. Donc on avance à tâtons. Voilà, avançons à tâtons ensemble. Pas d'autres questions? Bon, mais merci beaucoup à tous les deux pour cette rencontre. Et puis, allez au TNT, donc à partir du 27 mai, pour le prochain brouillon. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci Julien. Merci.